19h15 sur Europe 1, Thibaut de Montbrial est avec moi dans ce studio. Bonsoir Thibaut de Montbrial, merci d'être là. Vous êtes avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On a évidemment énormément de questions à vous poser ce soir. Beaucoup de questions, parce que votre parole est assez rare, Thibaut de Montbrial, donc je vous remercie vraiment d'être là dans ce studio. Et d'abord, je voudrais peut-être avoir votre regard sur la situation de la France, avant de rentrer peut-être dans le détail, avec cette note de la police qui a été remise, qui est assez édifiante. On a des chiffres qui sont catastrophiques, on se dit les choses catastrophiques. Quand vous entendez ces mots, mexicanisation, ensauvagement de la France, est-ce que vous adhérez, Thibaut de Montbrial ? J'adhère d'autant plus que je suis un des premiers à les avoir employés. Je me souviens que sur l'ensauvagement, j'avais fait une interview au Figaro début juillet 2020, où j'avais parlé d'ensauvagement, et c'était dans le titre. Et le lendemain ou le surlendemain, Gérald Darmanin, qui venait d'être nommé ministre de l'Intérieur, a repris ce terme. C'était la première fois qu'un ministre en exercice utilisait cette expression qui, à l'époque, m'avait valu d'être traité de je ne sais quel extrémisme, parce que j'employais un mot qui n'était pas dans le langage politique conventionnelle, mais la réalité, il faut la dire telle qu'elle est, et c'est précisément parce que trop longtemps elle a été feutrée que les gens n'en peuvent plus du décalage entre la façon dont les choses sont exprimées et la façon dont les choses se passent. Quant à la mexicanisation, moi je parle depuis 2 ou 3 ans, pour des raisons très précises dont on va parler, de sud-américanisation. Bruno Retailleau, lui, a pris la mexicanisation, mais c'est un peu la même chose. Il vous a un peu copié, Thibaut de Montbrial. Je ne sais pas s'il m'a copié, oui, s'inspirer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça correspond à une réalité très précise qui est la suivante. C'est l'affaiblissement continu de l'État qui aboutit à ce que d'autres entités prennent par la liberté qui leur est laissée par la faiblesse de l'État de plus en plus de place dans la vie sociale française. Cette place se conquiert par la délinquance, par la violence, par l'intimidation. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les pays d'Amérique du Sud. Et ce qui nous arrive, on va en parler avec les gens qui sont enlevés dans la rue, avec des ouvertures de feu sur les fonctionnaires, avec la corruption dont on ne parle pas assez et qui galope. La corruption, c'est exactement. La corruption, c'est très intéressant, Thibaut de Montbrial. La corruption de qui ? La corruption et comment ? La corruption de policiers, la corruption de fonctionnaires, de greffiers, la corruption, on commence à le murmurer, de certains magistrats, c'est-à-dire la corruption de gens qui incarnent des institutions régaliennes qui normalement sont le pilier du bon fonctionnement d'une démocratie. Et je vais vous dire, les premiers qui m'ont parlé de l'augmentation de la corruption dans la police, ce sont des policiers qui m'ont dit, attention, on voit un truc, ça a toujours existé, de temps en temps, par faiblesse, un gars qui prenait un petit billet pour aller regarder une plaque d'immatriculation sur un fichier. C'est pas bien, mais c'était pas gravissime. Mais c'est en train de devenir, sinon systémique, parce qu'il faut pas non plus exagérer, mais c'est en train de devenir un phénomène qui arrive de plus en plus souvent. Vous avez des chiffres, Thibaut de Montbrial, pour essayer de dresser un portrait de cette situation ? J'ai pas de chiffres. Je sais que, par exemple, sur les greffiers de tribunaux, il y en a plusieurs qui ont été mis en détention dans des procédures depuis quelques mois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous mes interlocuteurs, que ce soit des magistrats, que ce soit des policiers, que ce soit des préfets, tous mes interlocuteurs m'en parlent dans les 10 premières minutes de nos échanges. C'est-à-dire que eux, de leur fenêtre, du point de vue qui est le leur, de l'expérience de terrain qui est la leur, en fonction de leur posture hiérarchique, etc., eh ben, ils ont des exemples. Mais partout. Pas toujours très graves. Mais chacun a un exemple maintenant. Mais c'est un phénomène qui est totalement logique. Les deux mamelles de l'extension des mafias dans un pays, c'est la violence et l'intimidation, y compris contre les agents de l'État, et la corruption, notamment d'agents de l'État. Mais comment en est-on arrivé là, Thibaut de Montbrial? On a l'impression, effectivement, les Français arrivent à entendre ces termes, ensauvagement, les termes de voyous. Ça fait très peu de temps, en fait, qu'on les utilise dans le vocabulaire. Avant, vous le disiez, il fallait rien dire, il fallait se taire. On assiste à un basculement. Peut-être que vous le ressentez aussi, les Français ont pris conscience de la situation. Comment l'État s'est-il affaibli à ce point? Alors là, ça, on pourrait en débattre pendant des heures. C'est un sujet qui est à la fois très inquiétant et passionnant. C'est d'autant plus un sujet essentiel que la situation n'est pas encore désespérée. On est sur une trajectoire. Donc, les instantanés qu'on peut avoir, avec la note de la police dont vous allez parler, avec tout ça, c'est des photos à l'instant T. Mais ce qui est intéressant, c'est les dynamiques. Et la dynamique est catastrophique. Mais on n'a pas encore atteint le point
de non-retour où on se retrouverait littéralement dans un cas comme au sens propre le Mexique, avec n'importe qui a un peu d'argent susceptible d'être enlevé, etc. On va vers ça, mais on n'y est pas encore. Donc on peut encore corriger la trajectoire. On en voit les prémices dans les rues de Paris en plein jour. Non mais on en voit plus que les prémices. Mais ce qui est intéressant, et d'où l'importance d'avoir dans la vie publique des gouvernants qui disent les choses. Et c'est assez récent. C'est assez récent. Mais c'est très important parce que ça aide à la prise de conscience. Mais dans l'appareil d'État, mes interlocuteurs, moi j'ai la chance de parler depuis plus de 10 ans à des gens qui sont aussi bien des policiers et des gendarmes qui sont dans les voitures sur le terrain, c'est-à-dire la première ligne, les fantassins, les gens qui sont le plus exposés, et en même temps des gens qui sont dans les états-majors, voire dans les directions générales. Et pendant longtemps, la sonnette d'alarme sur la dégénérescence de la situation était tirée par les gens qui étaient sur le terrain et par le management intermédiaire. Disons les chefs intermédiaires dans la hiérarchie. Mais par un phénomène qui est d'ailleurs assez humain, plus on montait dans la hiérarchie, plus les gens étaient en fin de carrière et à des postes prestigieux, moins ils étaient capables de dire les choses et plus il y avait un relativisme, etc. Et quant aux politiques, ils étaient dans une forme de déni parfois sidérante, sauf certains, par exemple, comme Gérard Collomb, souvenez-vous, qui a dit des choses terribles, une phrase devenue emblématique, qui est « nous vivions côte à côte, j'ai peur que nous finissions face à face », mais il l'a dit quand ? Le jour de son départ. Or, il n'a pas fait ce constat la veille de son départ. Il a fait ce constat pendant l'année et demie qu'il a passé au ministère de l'Intérieur. Que ne l'a-t-il dit quand il était ministre ? Vous voyez ? Eh bien, ce qu'ont fait Gérald Darmanin et ensuite Bruno Retailleau, c'est qu'ils ont été les premiers à vraiment dire les choses comme elles sont. Ensuite, il y a toute une pesanteur politique et administrative qu'il faut secouer, parce qu'en réalité, les méthodes qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui pour corriger la trajectoire, personne n'a le courage de le faire. Pourquoi ? Alors ça, c'est un... Pourquoi ? À des fins politiques, pour garder ce poste, ses privilèges. Non, mais je pense parce que ça, c'est une formule. Je pense pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que les gens qui font de la politique professionnelle depuis toujours sont des gens qui ont qui ont d'abord, ils sont baignés par un sentiment que beaucoup de gens ont chez les élites médiatiques notamment, mais pas seulement, même chez les élites économiques, c'est de penser que la formidable prospérité et l'état de paix que connaît notre pays depuis 70 ans est éternel. Évidemment, ils n'ont rien connu d'autre. Moi, j'ai 56 ans. Je n'ai connu que la paix et la prospérité. Comme je m'intéresse à ces questions, je vois la situation dégénérer très vite depuis 10-15 ans. Mais je suis très inquiet de là où on va. Je suis déjà, pour tout vous dire, inquiet de là où nous sommes. Mais c'est parce que je vis là-dedans. Y compris d'ailleurs avec les inconvénients qui vont avec. Mais les gens qui sont au poste où ils ont le pouvoir de changer les choses, de prendre des décisions, ils ont beaucoup de mal à voir la gravité de la situation. Je vous parlais tout à l'heure d'une tendance et d'une trajectoire. Ils ont beaucoup de mal à concevoir jusqu'où pourrait aller cette trajectoire, parce que quand on vit en paix depuis 70 ans, on a beaucoup de mal à comprendre que la paix n'est pas éternelle et qu'il faut se battre pour la conserver. C'est vrai pour la paix internationale, c'est aussi vrai pour la paix intérieure. C'est très important ce que vous dites, parce que les chiffres sont édifiants. Je les ai sous les yeux. Cette note de la police judiciaire, Thibault de Montbrial. Assassinat et tentative d'assassinat, plus 33% entre 2021 et 2024. Il y a eu 525 victimes, dont 110 tués. Il y a 173 villes également qui sont touchées par des règlements de compte. Je vous donne plusieurs chiffres. En 2024 contre 144 en 2021. On voit également que les villes moyennes de province, et ça fait un petit moment, sont gangrénées également par le trafic de drogue. On a l'impression que la situation nous échappe. Quel est votre regard sur ces chiffres ? Les phénomènes de rupture, ils vont toujours en s'accélérant. C'est comme les toboggans. Ça commence un tout petit peu doucement, et puis tout à coup ça accélère, et il y a un moment où on atteint un point de non-retour, et c'est la chute. Il faut avoir conscience que les deux grandes structures qui nous attaquent, jusque maintenant on n'a parlé que du grand banditisme, ce qu'on appelle la criminalité organisée, le narcotrafic en termes un peu plus familiers, mais il y a aussi l'islamisme, qui est un phénomène extrêmement inquiétant. Et qui, les deux, ont comme point commun, parfois il y a des liens entre eux, pas toujours, mais parfois il y a des liens entre eux, et ils ont comme point commun, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de profiter de la faiblesse de l'État et de l'incapacité de l'État à utiliser ses moyens
juridique et technique, par manque de volonté politique. Oui, de volonté, de détermination. Parce qu'en réalité, là, le début de solution, ce serait que l'État applique et soutienne ses fonctionnaires dans l'application de la loi, il n'y a même pas de loi à changer, sur l'usage de la force. C'est-à-dire que si la police et la gendarmerie se mettaient à être intégralement soutenus, pas simplement par les chefs hiérarchiques, mais également par les autorités politiques et par la justice sur l'emploi de la force légitime, nous aurions une dizaine de voyous tués par semaine. Je répète, nous aurions une dizaine de voyous tués par les policiers et les gendarmes chaque semaine. Il y aurait des enquêtes parce qu'on est en démocratie, mais en réalité, si ces gendarmes et policiers étaient soutenus en appliquant la loi, y compris dans l'usage de la force, très vite, la trajectoire pourrait commencer à tourner. Mais que faut-il faire, Thibault de Montbrial ? Vous dites des choses très vraies, très vraies. Que faut-il faire pour que les choses changent, que la peur change de camp ? Parce qu'aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous dites même à Paris, en plein jour, vous pouvez vous faire kidnapper. Alors là, c'est sur fond de crypto-monnaie, mais on y arrive. Enfin, on y arrive de plus en plus. On est dans une violence de plus en plus présente. Mais Pascal de la Tour du Pin, vous venez d'employer une de mes expressions préférées. Il faut que la peur change de camp. Mais pour que la peur change de camp, il faut que le camp d'en face, parce que ce sont des gens qui sont en face, ce sont des ennemis, il faut que ces gens comprennent que nous retrouvons une détermination. Aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est que à des moments où la force pourrait être utilisée, les policiers et les gendarmes, souvent, s'auto-censurent, ou plus exactement, minorent leur degré d'engagement. Mais ils ont peur de quoi ? Mais ils ont peur des suites. Quand vous êtes policier aujourd'hui et que vous ouvrez le feu, il y a une enquête. Encore une fois, c'est normal, on est dans une démocratie. Mais immédiatement, la personne est désarmée, elle est enlevée de la voie publique et elle est traitée comme un grand brûlé. Pourquoi les politiques, Thibault de Montbrial, ont peur de faire respecter la loi en France ? Mais parce que qui aujourd'hui dans la classe politique, parce que il est un homme ou une femme qui fait une carrière politique, qui va donc ensuite aller au gouvernement, sortir du gouvernement, garder des fonctions, etc. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à faire autre chose. C'est pas des gens qui ont d'autres métiers. C'est des gens qui ont tout à perdre et ils ont personne n'a envie, ou une très grande majorité de gens qui font ce métier, qui est par ailleurs d'une grande noblesse, et dont la plupart des gens dont nous parlons sont des gens qui sont sincères. C'est des gens qui sont sincèrement engagés pour aider les autres. Mais il y a une limite qui est celle de la pression qui est mise par la presse de gauche, par les associations, etc., qui est que dès que vous souhaitez mettre en œuvre un programme un petit peu réaliste et donc dur, regardez la façon dont c'est traité. Et donc aujourd'hui, comme nous sommes dans une lutte avec des gens qui sont donc, comme je disais, dans le camp d'en face et qui sont soutenus, et ils le savent, qui ont un parti comme la France Insoumise a un intérêt objectif au soutien de gens qui veulent déstabiliser le pays. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un politique traditionnel de dire oui, il faut utiliser la force légitime et quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, on parle de guerre et de quoi qu'il en coûte, mais dès qu'on parle de conséquences concrètes de guerre ou de quoi qu'il en coûte, il n'y a plus personne. Bon, c'est absolument passionnant, Thibault de Montbrial. Vous allez rester avec nous, si vous le permettez. On a plein de sujets à aborder. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps. On a plein de sujets à aborder, mais il faut quand même trouver des bribes de solutions pour essayer d'inverser la tendance. Mais on est d'accord. Je pense que les Français, d'ailleurs, les Français, juste ce petit sondage CSA, non, je le donne juste, ce sondage CSA pour Europe 1, le JDD, CNews, qui révèle que 72% des Français, 7 Français sur 10 estiment que l'insécurité est liée à la société dans laquelle nous vivons. Il faut peut-être faire bouger les choses. On continue d'en parler, Thibault de Montbrial. J'ai quelques idées. Invité. Vous avez quelques idées, Thibault de Montbrial. Vous avez quelques idées, vous allez nous les exposer. Il est 19h29. Et je suis toujours avec Thibault de Montbrial dans ce studio. Véronique Jacquet nous a rejoint. Paul Melun également. Vous avez des questions à poser à Thibault de Montbrial. Le temps est passé extrêmement vite. On a tellement de sujets à aborder. Peut-être, je voudrais, si vous le permettez, Thibault de Montbrial, revenir quand même sur ces scènes filmées d'une violence inouïe, d'enlèvement en pleine rue sur fond de crypto-monnaie. Donc ça, c'est des histoires de gros sous. Mais sur la méthode employée. Vous êtes à Paris et des proches de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie se font enlever en pleine rue par des malfrats. Enfin, on marche sur la tête, pour reprendre le nom d'une célèbre émission ici. Ça illustre ce qu'on disait avant la pause sur l'hyperviolence. On a une violence décomplexée
c'est sa structuration qui est intéressante. Mais elle vient d'où cette violence décomplexée avec des jeunes, des gamins? J'allais y venir. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez des bandes qui sont pas du tout unies comme on ne pouvait avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y avait des bandes, je me souviens du gang des Postiches, c'était des gens qui étaient ensemble tout le temps, ils étaient quelques-uns et ils vivaient ensemble. Là, vous avez des chefs, des commanditaires, dont certains d'ailleurs sont en prison, et ils ont un espèce de pool de jeunes qui sont des gamins, soit des mineurs, soit des jeunes majeurs, qui sont utilisés au coup par coup, au sens du coup, de la délinquance, et qui vont commettre soit des enlèvements, soit des attaques à domicile, des homejacking, qui est un phénomène d'hyperviolence dont on parle assez peu, mais qui est en très forte croissance également dans les grandes villes et notamment dans les quartiers huppés de l'ouest parisien. Donc et quand les types se font arrêter, on se rend compte, moi j'ai un dossier au cabinet d'un homejacking dans les Hauts-de-Seine, un dimanche matin à 9h, avec une maison qui a été envahie par 9 types qui venaient d'un quartier de l'Est de l'Île-de-France, tous issus de l'immigration, c'est un constat. Et il y en avait 7 qui étaient déjà mis en examen pour des affaires identiques, dont 2 qui étaient déjà mis en examen pour tentative de meurtre et qui étaient en liberté, dont un qui avait un bracelet électronique. Donc, tout ça est quand même très intéressant. C'est aberrant ce que vous racontez, pardon. Tout ça, mais c'est un dossier qui est au cabinet, qui est pas public. Hein, je ne donne pas plus de détails, mais c'est ça qu'on voit. Et on voit dans le dossier, c'est très bien fait. L'enquête a été remarquable, et on voit vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a des poules de jeunes qui sont à disposition via les réseaux sociaux et qui prennent un petit billet pour aller faire. Un coup c'est donc un homejacking, un coup c'est essayer d'enlever quelqu'un dans la rue. Et plus l'État apparaît à leurs yeux comme étant faible, plus ils ont l'impression, qui est parfois fausse, qu'il n'y a rien à craindre de la justice, plus ils sont désinhibés. Et c'est vraiment sur cette tendance globale c'est cette tendance qu'il faut absolument casser. Et encore un mot, parce que c'est important, le phénomène de cette hyperviolence liée au crime organisé, l'augmentation récente, ça vient de la Hollande et la Belgique. Et on est en train de voir en France ce qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans en Hollande et en Belgique, et qui a été dénoncé pour la première fois publiquement, très courageusement, par la procureure de Paris, Laure Becquio, une magistrate courageuse qui a fait une interview au journal Le Monde fin 2022 en disant attention, on est sur une pente très glissante, et en Hollande et en Belgique, on a des gens qui ne craignent plus, parce qu'ils ont des moyens financiers et de l'équipement d'armement aussi moderne qu'une armée, de s'en prendre à des magistrats, à des journalistes, aux enfants du roi de Hollande, il y a eu un projet, au ministre belge de la Justice qui a failli être enlevé et qui a été sauvé à une demi-heure près par les services de renseignement. Et donc ce sont des gens qui sont complètement désinhibés et qui commettent des actes de violence qui, par leur intensité et par les cibles qui sont les leurs, étaient encore inconcevables de façon structurée il y a quelques années. Ça arrivait de temps en temps, mais on en parlait pendant des jours et des semaines. Aujourd'hui, c'est susceptible d'arriver tous les jours, et les plans il y a eu un plan pour tuer un directeur de prison il n'y a pas très longtemps, on en a un peu parlé, pas beaucoup, ça aurait fait la une pendant des mois il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent malheureusement de plus en plus souvent. Juste une chose, une fois qu'on a dressé cet état des lieux, que proposez-vous, Thibaut de Montbrial? Alors moi je propose depuis longtemps... Pour arrêter, parce que Thibaut de Montbrial expliquait qu'on n'était pas encore en chute libre, mais qu'on était sur un plateau pour éviter que ça dégringole. Il faut aujourd'hui impérativement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, moi j'ai théorisé ça, j'appelle ça le choc d'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre un coup d'arrêt, et ce coup d'arrêt il y a plein de mesures techniques. Je ne vais pas faire un catalogue ce soir, mais il y a des choses qui existent, et tout ne nécessite pas une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut des réformes législatives, mais on a déjà beaucoup d'outils. Encore faut-il avoir le courage de s'en emparer pleinement. Et le premier d'entre eux, je le redis, et c'est mon message ce soir, c'est d'avoir un soutien administratif, judiciaire et politique aux policiers et aux gendarmes pour que enfin ils puissent employer la force légitime prévue par la loi, pas plus que celle qui est prévue par la loi, mais toute celle qui est prévue par la loi, et qu'ensuite ils soient soutenus. Il faut le dire très clairement, ça impliquera que des gens soient tués, non pas dans des expéditions illégales, mais ça impliquera que des voyous, dans le cadre de leurs entreprises criminelles et dans le cadre de la légitime défense et de l'usage de l'arme prévue pour les policiers et les gendarmes, que ces voyous-là soient tués, et que quand ça arrive, les policiers et les gendarmes, bien sûr qu'il y ait une enquête, mais que dès lors qu'il n'y a pas de faute manifeste, ils soient encouragés, remerciés et décorés. Finalement, la doctrine que vous esquissez là me fait un peu penser à ce qu'on entend
outre-Manche, du côté des Britanniques. Par exemple, en matière de rodéo, on sait que là-bas, il est possible d'aller au choc avec les véhicules, par exemple, des rodéos. Est-ce que c'est des mesures de ce type auxquelles vous pensez pour la France? Parce que nous, on n'en est pas là encore aujourd'hui ici. Alors, je suis pas sûr que l'exemple britannique soit le meilleur, parce qu'il y a certes ce qu'ils appellent le contact dans la lutte sur les rodéos, mais par contre, pour tout le reste, le modèle de sécurité et de société britannique est en encore plus mauvaise santé que le nôtre. Maintenant, sur le contact sur les rodéos, moi je suis philosophiquement pour, mais on peut pas juste décider cette mesure de façon isolée. Pourquoi ? Il faut une politique globale. Si vous faites juste le contact sur les rodéos, très vite, il y a un voyou qui va être blessé ou tué. Et si vous n'intégrez pas ça, va s'enflammer. Oui, donc il faut faire ça dans un cadre. Il faut mettre en place des actions. Moi, je pense, c'est un peu long à expliquer, je vais pas le faire. Je dis juste qu'il y a une loi qui permet de le faire. C'est la loi de 55 sur l'état d'urgence, et que beaucoup de gens ont oublié qu'on pouvait avoir des états d'urgence territorialement ciblés. Donc, on peut avoir un état d'urgence sur une petite partie du territoire, et pendant quelques jours ou quelques semaines, mettre en place des actions beaucoup plus vigoureuses avec des dérogations à la loi normale. Et je pense que si on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on a un gouvernement qui soutient ses fonctionnaires et qui assume le bras de fer idéologique avec les associations d'extrême gauche et la presse d'extrême gauche, tout le pays n'attend que ça. 80% des Français seraient pour. Et je dis juste une dernière chose qui est essentielle, c'est que les premières victimes de l'insécurité, c'est pas les gens qui vivent au centre de Paris, dans les quartiers bourgeois. C'est les classes populaires. Et donc, c'est une chose. Le premier devoir d'un État, c'est de protéger sa population. Et ce que je préconise, c'est en réalité un programme qui permettrait de libérer du double joug des narcotrafiquants et des islamistes, les classes les plus populaires qui n'attendent que ça. Véronique Jacquier. Oui, j'allais justement vous parler de ces états d'urgence qui concerneraient des territoires. Est-ce que vous dites c'est ce qui manque à Bruno Retailleau pour aller plus loin, là, dans la guerre à mener contre le narcotrafic en particulier ? Je pense que pour mettre en place des politiques aussi spectaculaires, parce que c'est vraiment le mot, ce serait spectaculaire, et ce serait considéré par l'opinion même internationale, comme quelque chose de spectaculaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire, au contraire. Mais ce serait spectaculaire. Je pense que c'est très difficile d'envisager ça. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que des gens qui sont dans une trajectoire politique personnelle de long terme, dans une vie politique depuis le début, soient complètement structurés pour accepter toutes les conséquences de la mise en œuvre de ce genre de mesures. Mais surtout, je pense que c'est impossible d'imaginer ça dans un gouvernement qui n'a aucune cohérence propre et qui n'a pas de majorité. Et qui n'a pas de majorité à l'Assemblée. Mais ça me paraît indispensable que le sujet que j'aborde, c'est-à-dire le fait d'assumer la force légitime, soit dans le débat public pour les grandes campagnes nationales les années qui viennent. Eh bien, c'était passionnant. Merci infiniment, Thibaut de Montbrial, d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. J'espère que vous reviendrez prochainement. Avec grande joie, Pascal de la Tour. Bon, écoutez, vraiment passionnant. Merci infiniment. On va en parler, nous aussi, dans un tout petit instant. Il est 19h43.